Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cet épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce 4e épisode, on va faire un focus sur les deepfakes et la manipulation numérique qui constituent justement une nouvelle menace, notamment en Afrique de l'Ouest. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à 2 experts. Tout d'abord, je vous présente Aruna Simbo Drabo. Bonsoir Aruna. Bonsoir Cynthia, bonsoir à nos chers et fidèles auditeurs et auditrices de ce podcast majeur sur la désinformation sur le continent. Super, merci beaucoup en tout cas à toi d'être là. Basé au Burkina Faso, Aruna Simbo Drabo est journaliste fact-checker et directeur des programmes et partenariats Faso au Check, un organisme de vérification des faits burkinabé. En 2021, Aruna a été sacré lauréat du prix Leadership Speak Up Africa. Je vous présente maintenant notre 2e invité de ce 4e épisode, Sagaïdou Bilal. Bonsoir Sagaïdou. Bonsoir Cynthia, bonsoir Haruna, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup à toi d'être là Sagaïdou. Sagaïdou Bilal est rédacteur en chef, central adjoint et responsable fact-checking chez Tama Media, un média en ligne indépendant animé par un collectif de journalistes locaux africains et de la diaspora. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et je rappelle qu'en fin d'épisode, vous trouverez toujours une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Tout d'abord, j'ai quelques questions à poser à nos invités. Donc, Aruna, on va commencer par toi. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un deepfake et comment il est créé ? Nous allons utiliser des langages simples qui permettent à ceux qui ne sont pas des techniciens du domaine de nous comprendre, parce que c'est pour l'opinion publique. Un deepfake, c'est tout simplement des procédés technologiques pour modifier ou fabriquer une vidéo ou un message audio. Donc, dans ces procédés technologiques, le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, ou de telle sorte qu'on peut, et de manière 100%, fabriquer un contenu. Je peux prendre un exemple. On peut aujourd'hui décider de fabriquer un contenu faisant parler Cynthia de la 2e rencontre mondiale du Festival des Maïs. Je dis n'importe quoi, où on voit Cynthia qui a pris la parole à un sommet mondial parlant de la coopération agricole entre l'Afrique et le monde entier, et faire dire à Cynthia tout ce que nous voulons. Et celui qui reçoit ça sur son terminal, sur son téléphone, oui, c'est bien Cynthia, on voit, c'est sa photo, c'est elle, elle gesticule, elle parle. Voilà, donc les deepfakes ont des relents assez trompeurs. Il faut être une personne qui en sait quelque chose pour pouvoir disséminer le montage qui se trouve en dessous des deepfakes. Merci beaucoup Aruna pour cette explication et pour cet exemple-là. Franchement, ça serait vraiment drôle de voir ça, mais je pense qu'il y a des situations où c'est pas du tout drôle, où on voit des politiciens parfois être victimes justement de ce deepfake et dire certaines choses qui peuvent porter préjudice justement. Et pour toi, Aruna, on va continuer avec toi. Quelles sont les différences entre un deepfake et d'autres types de manipulation numérique, comme le simple montage vidéo ou photo ? Oui, et c'est un champ lexical qui se retrouve déjà. La manipulation numérique ou la manipulation d'informations. Ce sont des procédés trompeurs. Mais en langage simple, la différence avec les deepfakes est que on a des manipulations numériques qui sont de l'ordre de l'ordinaire. Voilà, on a fait un peu de retouche, ou ce que nous qualifions souvent en tant que fact-checker de montage grossier, où voilà, une vidéo est sortie de son contexte et bon, à l'échelle de 100, on voit qu'il y a une modification de 30%, de 20%. Mais avec les deepfakes, c'est que nous allons au-delà
de l'ordinaire pour embraser des procédés qui sont des prouesses technologiques assez poussées, de telle sorte que même au-delà de l'œil nu, il faut des outils aux procédés avancés pour pouvoir démêler ce faux qui se trouve dans le vrai. Merci beaucoup, Aruna. Et en effet, je rappelle juste que deepfake, donc c'est en anglais, et deep, ça veut dire profond, et fake, donc faux. Donc c'est tellement faux que c'est justement beaucoup plus difficile pour savoir ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Parce que justement, on peut utiliser des images vraies pour créer quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Donc ça peut être la voix, comme l'a si bien dit Aruna, ça peut être l'image, la photo, une vidéo ou autre. Sagaïdou, selon toi, quel est l'état actuel de la prolifération des deepfakes en Afrique de l'Ouest? Ok, merci. Comme Haruna l'a dit, d'abord, il faut souligner que pratiquement les chercheurs sont unanimes là-dessus, que c'est particulièrement en 2018 que la question des deepfakes a attiré notamment l'attention du public. Cela dit, le deepfake a ses origines. Et surtout, beaucoup de chercheurs trouvent ses origines dans le monde trouble des films pour adultère. J'espère que je me fais comprendre. Donc, du coup, il y a eu des cas très célèbres comme le cas de Mark Zuckerberg et le cas de Barack Obama qui ont été considérés comme des deepfakes assez célèbres. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Donc, ces deepfakes, on va dire, ils n'ont pas circulé que seulement aux États-Unis. On est dans un monde interconnecté. Donc, forcément que ça atterrit dans nos réseaux. Il y a cet aspect. Mais maintenant, en ce qui concerne le cas particulièrement africain, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a des cas qui ont été documentés, surtout en 2020, par exemple, il y a eu un deepfake, purement deepfake, qui a ciblé à l'époque l'ambassadeur français au Cameroun. Je suis au Cameroun uniquement, exclusivement, essentiellement, nécessairement pour les intérêts de la République française. La République française, c'est la puissance de tutelle qui, en fait, a colonisé le Cameroun. Même si on a appelé ça territoire sous tutelle, mes ancêtres ont conquis ce territoire par la force. Et là, c'était vraiment un deepfake. À l'époque, les gens ont travaillé là-dessus. Ça a créé quasiment la panique chez certains parce que les propos qu'ils ont fait dire à la personne pouvaient créer des incidences diplomatiques entre les deux États. Et puis ici, par exemple, au Mali, cette même vidéo s'est retrouvée partagée par des comptes assez influents des activistes ici au Mali dans un contexte de tension entre Paris et Bamako. Donc, il y a eu ces cas. Il y a eu un autre cas aussi. Là, ça concerne le Burkina Faso. C'était, je crois, pratiquement c'était en janvier 2023 où on a monté un deepfake. C'est-à-dire, on a fait dire on a imaginé que ce sont des Américains qui sont les personnages qu'on voit et qui ont déclarer leur soutien le pouvoir d'Ibrahim Traoré qui venait juste d'être installé. Ils ont fait leur deuxième coup d'État au mois de septembre. Oui. Donc, il a fallu attendre en janvier 2023. Et là, ça a tellement circulé que souvent ça a beaucoup intéressé le chercheur comme un cas de deepfake assez profond qui ont été là. Il y a eu des études qui ont prouvé que ces deepfakes, ces différentes vidéos ont été générées par un logiciel, une plateforme qu'on appelle Cynthia. Là, on voit vraiment qu'il y a eu un deepfake. Au-delà de ça, au Mali également, il y a eu des cas, notamment sur
la politique intérieure, sur des sujets de politique intérieure, et notamment concernant l'influence française, parce que le contexte jusque-là n'est pas, le pont est coupé pratiquement coupé entre les deux capitales, Paris et Bamako. Et surtout, il y a eu également des audios qui ont énormément circulé, de voix robotisées. Là, c'était quasiment très difficile pour nous autres fact-checkers. C'est vrai qu'il est possible de travailler sur ces sujets, mais les outils coûtent assez cher. Et puis souvent, les données aussi, ça demande assez d'interprétation méticuleuse pour ne pas partir à contre-courant et se retrouver dans une erreur. Il y a tous ces cas, mais même ces outils-là ont des limites. Donc, c'est pour dire que le deepfake, il y a eu des cas qui se sont passés dans la zone Afrique de l'Ouest, surtout au Sahel. Et aujourd'hui, la tendance qu'on observe, c'est surtout des contenus générés avec la nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui est à la une, et surtout sur des sujets de sécurité, de politique et de politique intérieure ou de politique extérieure. Il y a tous ces cas-là qui se passent actuellement depuis un moment donné, qui ne sont pas forcément de deepfake en tant que tel comme initialement conceptualisé. Et voilà. Merci beaucoup, Sagaïdou. Et justement, Aruna, pour toi, est-ce que tu aurais des exemples marquants de deepfake qui ont eu un impact sur l'opinion publique ou les décisions politiques dans la région de l'Afrique de l'Ouest? Oui, et toujours dans l'ordre d'idée de Bilal, il y a eu le cas avec l'ORTM, la télévision nationale du Mali, dans son édition du 22 février 2022, soutenant que la vice-présidente des États-Unis soutient le peuple malien dans sa marche victorieuse pour la souveraineté et des autorités. Son soutien au peuple malien. Dans une interview et en référence à la situation malienne, elle estime que les populations ont le droit de choisir leur propre forme de gouvernance et les nations ont le droit de choisir leur alliance. Je vous propose de l'écouter. Que les gouvernements se doivent de protéger, l'état de droit doit être chéri, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États doivent être respectées. Les populations ont le droit de choisir leur propre forme de gouvernement. Et cet exemple, pour dire à nos auditeurs et auditrices également que même les professionnels de l'information ne sont pas à l'abri des deepfakes. Souligner à tel point que c'est une manipulation qui est bien dissimulée. Ici, il s'agit d'une erreur de bonne foi. C'est professionnel de la part du média qui ne savait pas que c'était du deepfake. Et les semaines qui ont suivi, un peu partout, de certaines composantes de la population, ça a fait l'objet des débats dans les radios communautaires et autres. Voilà. Donc, on a ici des incidents, des retombées au niveau de la fabrique de l'opinion publique dans une région donnée du monde. Est-ce que tu as senti que la plupart des gens y croyaient? Quelles ont été leurs réactions? Oui, parce que avant même la diffusion par l'ORTM, c'est un deepfake qui circulait déjà sur les réseaux sociaux, les messageries cryptées. Et lorsque la télévision nationale a repris, et là maintenant, pour parler comme à Bamako, c'était du Alhamdoulilah, on a la confirmation 100% que voilà, c'est fondé, que la vice-présidente des États-Unis a effectivement tenu ce discours. Alors que non, au fait, dans la séquence, il y a eu quelques secondes qu'on a modifié pour insérer la formulation « le peuple du Mali », alors qu'elle s'exprimait à un sommet à Munich, en Allemagne, et parlait de l'Europe. Très bien, merci beaucoup, Aruna. Et Sagaïdou, est-ce que tu pourrais nous donner juste 2 ou 3 exemples des principaux canaux de diffusion les plus courants des deepfakes en Afrique de l'Ouest? Il y a, Haruna vient de souligner un cas tout de suite, qui est la télévision nationale malienne.
C'est pour dire que ces deepfakes peuvent se retrouver même diffusés sur les antennes des médias, dites professionnels ou classiques. Donc, tout le monde peut être tombé dans le piège. Il y a ces cas, mais aujourd'hui, avec l'expansion considérable de l'Internet et des réseaux sociaux, je pourrais prendre l'exemple, par exemple, sur YouTube, où il y a vraiment souvent, vous m'excusez de l'expression, du grand n'importe quoi là-bas en termes de désinformation, au-delà des contenus instructifs ou des divertissements qu'on puisse y trouver. Il y a la question de désinformation des gens qui se prennent pour soit des professionnels des médias, soit des spécialistes des questions transversales. Ça, on y trouve tout. Donc, qui contribue également à diffuser ces deepfakes, peut-être qui contribuent même à les créer. Mais comme les exemples que je viens de donner tantôt, par exemple le cas burkinabé, en ce qui concerne la série de vidéos qui a été relayée. D'abord, ça a été relayé par WhatsApp. Et ensuite, ces contenus se sont retrouvés sur Facebook et sur Twitter. Donc voilà, donc il y a WhatsApp. Chez nous, on utilise beaucoup WhatsApp, surtout les communautés rurales, on utilise beaucoup WhatsApp. Donc WhatsApp est également très susceptible d'être l'un des principaux canaux de diffusion de contenu, des désinformations, notamment des deepfakes. Yes, merci beaucoup. Donc, on peut voir qu'il y a la télé, YouTube, WhatsApp, Facebook et X. Et je rappelle que WhatsApp et Facebook sont deux des médias les plus, enfin, pas des médias, mais des réseaux sociaux les plus utilisés en Afrique. Donc, si déjà ça commence par là, où c'est assez compliqué parfois de vérifier les informations et de les réglementer, lorsque ça passe à la télé, bah, ça peut aggraver encore plus la situation. Il y a TikTok aujourd'hui qui est très alimenté. Je crois qu'il faudrait pas aussi, il faudrait pas aussi ne pas le citer parce que c'est quelque chose qui est assez utilisé ici et surtout en termes de désinformation ou de contenus détournés ou manipulés. On en trouve partout sur TikTok. Merci beaucoup, Sagaïdou. Et Aruna, justement, est-ce que tu penses que les deepfakes pourraient influencer les élections ou les mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest? Mais oui, parce que j'aime à le dire avec les collègues, j'ai dit déjà la désinformation a été classée comme la première menace des 2 prochaines années par le Global Report Risk. Et je dis qu'avec les deepfakes aujourd'hui, c'est encore grave, surtout que nous sommes en Afrique subsaharienne où une grande partie de la population a un faible niveau d'instruction et n'a pas la culture numérique, ne sait pas qu'il y a forcément de la modification ou de la fabrication de l'information de contenu. Prenons l'exemple du cas de ce qui se passe sur TikTok. Voilà, et lorsque nous sommes en période électorale, qui est un moment fragile, volatile, et les deepfakes qui, même étant un professionnel, tu peux être trompé, tu peux croire. Donc, systématiquement, des populations peuvent croire à tout ce qui est raconté en termes de diffamation, de mensonges contre un candidat et retirer leur confiance à ces candidats pour l'orienter vers un autre candidat ou même donner même lieu à des violences. Aujourd'hui, les deepfakes peuvent fabriquer des vidéos faisant croire qu'il y a eu bourrage d'urnes et des soutiens d'un candidat peuvent refuser les résultats et puis s'en prendre à d'autres positions et mettre le pays dans une situation de crise post-électorale. Pour ceux qui observent la campagne électorale en cours aux États-Unis, ils constateront que les deepfakes ont déjà leur effet sur la campagne. Et à travers les deux camps, les démocrates, les républicains, voilà, chacun
Et on a aujourd'hui des gens qui sont quelque part dans les fermes à Trollo qui fabriquent des contenus et sont diffusés. Donc, nos collègues qui sont là-bas sont également rivalisent de talent et d'ardeur pour les débunker, pour les déconstruire et diffuser. Mais toujours est-il que malheureusement, la vitesse de croisière des fausses informations est si rapide que voilà, même lorsque vous fact-checkez, voilà, il n'est pas de données que vous puissiez rattraper. Voilà, nous disons à chaque fois que la désinformation emprunte l'ascenseur pendant que la vérification des faits, lui, va se contenter à prendre l'escalier. Donc, c'est vraiment lent. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs, en tout cas sur le continent africain, c'est de renforcer les capacités des initiatives de fact-checking, accélérer les compétences pour qu'ils puissent vraiment déconstruire à grande échelle également ces deepfakes. Sinon, dans les mois à venir, dans les années à venir, les deepfakes vont accentuer nos crises multidimensionnelles que nous avons déjà en ajoutant d'autres crises qui sont d'ordre électoral et de gouvernance démocratique. Oui, c'est un très bon point, Aruna, parce que justement, en tant que fact-checker, on essaie toujours d'être en avance. On sait qu'en temps électoral, il y aura une prolifération des fausses informations ou des informations trompeuses. Et donc, on essaie de prendre avance. Mais le problème, c'est que pour vérifier les informations, il faut du temps, il faut de la patience, il faut regrouper un maximum de sources. Et ça prend du temps, quoi. Donc, c'est vrai que le fait aussi que, on va dire que la population, elle n'ait pas un accès égal à celle d'autres pays, d'autres continents à l'information, ou même il y a un taux différent d'analphabétisation, bah, ça fait que il faut utiliser différents outils. Et justement, Sagaïdou, est-ce que tu connaîtrais des technologies ou des méthodes qui existent actuellement pour détecter les deepfakes accessibles en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il y a des initiatives locales ou internationales qui œuvrent justement pour sensibiliser les populations à cette menace? Bon, d'abord, il faut préciser que la question se pose toujours, pose toujours même au niveau des meilleurs chercheurs en intelligence artificielle. Et la question se pose toujours. Il y a des outils, mais malheureusement, ces outils, pour la plupart, ne sont pas accessibles au grand public. C'est-à-dire, soit ils sont payants, soit ça demande assez de technicité pour pouvoir le travailler avec et puis obtenir les données et puis les analyser et trouver des résultats concluants. Donc, d'abord, ça, c'est l'une des difficultés au niveau international. Mais néanmoins, il y a des astuces, des techniques qui pourraient permettre de détecter le contenu de deepfake. Par exemple, je prends l'exemple de l'observation. Quand vous avez un contenu de deepfake vidéo et qu'on fait dire à quelqu'un quelque chose, si on observe très bien, bon, c'est relatif. Si on observe très bien, on verra qu'il y a un décalage entre les clignotants des yeux et les clignements des yeux et puis la bouche ou les paroles. Où il y a toujours des défaillances qu'on pourrait détecter. Ensuite, concernant le vidéo, on peut faire simple, par exemple, on peut faire une capture d'écran et puis tenter de faire des recherches inversées d'images jusqu'à remonter à des sources beaucoup plus fiables qui ont publié des contenus originaux à partir desquels on a formé on a pris ces images pour faire dire à la personne ce qu'on souhaite lui faire dire. D'abord, ça c'est un élément qui est à la disposition de nous autres, à la fois de nous autres fact-checkers et puis du grand public, l'observation et puis de faire des recherches inversées d'images. Bon, ça arrive. Sinon, c'est quand même très difficile, surtout en ce qui concerne les deep voice, le voix, les audios. Là, c'est encore beaucoup plus compliqué de les authentifier. Voilà.
Merci beaucoup, Sagaïdou. Et aussi, autre chose avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a certains outils d'intelligence artificielle qui sont faits justement par des Africains, mais on va dire que ceux qui sont les plus accessibles ou autres ne reflètent pas forcément la réalité. Et justement, j'avais fait une étude par rapport à ça sur la place des langues africaines dans l'intelligence artificielle. Et plusieurs fois où j'ai essayé de traduire certaines phrases dans certaines langues africaines, je rappelle qu'il y en a 2000, plus de 2000 langues africaines, et ben c'était forcément erroné. J'ai essayé avec plusieurs langues. Donc déjà, même si l'intelligence africaine, l'intelligence artificielle est là pour aider, et ben malheureusement, elle n'est pas forcément représentative de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Avec toutes les langues qu'il y a dans le monde, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, Aruna, j'ai une question pour toi. Quel est le cadre légal justement actuel en Afrique de l'Ouest pour contrer la création et la diffusion des deepfakes? Et est-ce que les gouvernements et les institutions africaines sont suffisamment armés pour faire face à cette menace? Bon, c'est là tout au fond du débat. Et je prends pas la fin de ta question. Est-ce que les gouvernements africains sont armés pour faire face? Pas du tout. Je dirais même que la quasi-totalité de nos États n'ont pas encore compris la menace de la désinformation qui englobe toutes ces histoires de deepfake et tout, pour commencer à élaborer des politiques publiques même d'abord, parce qu'il faut déjà même élaborer des politiques publiques d'abord sur la menace. Aujourd'hui, lutter contre la désinformation va au-delà d'une politique publique qui cible le monde de l'information et de la communication, mais englober tout, parce que c'est multisectoriel. Et les fausses informations touchent tous les arcanes de la gouvernance. Donc déjà, de prime abord, il faut élaborer des politiques publiques dans ce sens. Ce n'est pas encore fait. Nous sommes très, très en retard. Il y a un débit dans certains pays, mais qui est assez timide. Et sur le point maintenant de la législation juridique et tout, non, là-bas aussi, c'est qu'on a jusque-là, nous sommes en Afrique de l'Ouest, on a quelques cas, écoles qui sont là. Oui, le Burkina Faso, à partir de 2019-2020, a essayé dans sa révision de son code pénal d'insérer des dispositifs de voilà, si quelqu'un a eu à diffuser des fausses informations, voilà, peut tomber sur le coup de la loi. Et en Côte d'Ivoire aussi, on a ces types d'interprétations, et même au Mali. Et l'autre qui est une sorte d'avancée aussi est que des lois qui traquent les auteurs, les acteurs de diffusion de ces manipulations. Voilà, aujourd'hui, même quand vous êtes, voilà, c'est web actif. Moi, je préfère du web actif parce que je me méfie un peu des terminologies web active, web influenceur et tout. Donc, web actif qui a des abonnés au-delà de 5000, systématiquement, tu es considéré comme un média dont tu peux tomber sur le coup de la loi de la réglementation de la profession des médias. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aujourd'hui un cadre légal assez solide, d'abord contraignant pour les citoyens, pour les institutions, pour tous les acteurs en tout cas qui interfèrent dans l'infosphère ou encore dans l'écosystème de l'information. Mais aller même au-delà de ça aujourd'hui pour avoir un cadre légal également qui oblige les plateformes numériques. Les plateformes numériques, c'est-à-dire les propriétaires de ces Facebook, de ces WhatsApp, de ces TikTok, qui les obligent également à traquer les contenus malveillants, les faux contenus. Donc, arriver à leur modération. Donc, comment identifier les deepfakes, les fausses informations, comment les retirer, etc. Comment sanctionner les usagers qui partagent ces contenus. Et là, c'est le grand chantier aujourd'hui pour le pays, pour l'Afrique subsaharienne. On n'a même pas encore commencé le plaidoyer à ce niveau ou encore construire quelque chose. Ailleurs dans le monde, ça bouge. Pour ceux qui suivent l'actualité du numérique, vous voyez aux États-Unis, toute la contrainte, toute la base légale qu'on met sur TikTok pour réguler le contenu. Et c'est le même cas également dans plusieurs pays de l'espace de l'Union européenne. Mais ce n'est pas encore chez nous. Chez nous, c'est toujours comme un grand marché. Voilà, chacun rentre, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, on ne lui dit rien. Le propriétaire du marché, c'est-à-dire les propriétaires des plateformes numériques, là, non, ça est là.
et même on a des organisations de la société civile qui font le monitoring des contenus malveillants, des discours de haine, de ces faux contenus-là, qui interpellent Meta et autres là pour qu'on les retire, mais ce n'est pas retiré. Il y a assez de rapports des organisations de défense des droits humains dans plusieurs pays de l'Afrique qui démontrent cela. Merci beaucoup, Aruna. Justement, c'est un très bon point. Et je sais que, par exemple, il y a des agences de presse telles que Reuters ou alors AFP qui, justement, ont un partenariat avec Meta pour justement alerter lorsqu'une information est fausse. J'ai eu justement l'occasion d'utiliser certains de ces outils-là de vérification des faits pour voir lorsqu'une publication est super virale, de vérifier si elle est vraie, si elle est trompeuse, si elle est fausse, parce que la plupart du temps, celles qui causent le plus de problèmes, ce sont celles qui sont beaucoup plus virales. Voilà, c'est ce genre d'informations-là que nous, on recherche le plus en tant que vérificateur de faits. Et donc, c'est vrai que ça aide. D'autres réseaux sociaux ne font pas forcément cela, comme YouTube ou autres, mais je pense que une meilleure coopération entre les gouvernements africains et les médias qui vérifient les faits africains, ça rendrait encore beaucoup plus facile le travail justement de la vérification des faits, pour ne pas que ce soit que des agences de presse d'autres continents qui justement aient la main sur ce genre d'informations. Sagaïdou et Aruna, j'ai une question pour tous les deux. Quels conseils donneriez-vous aux journalistes et aux citoyens justement pour se protéger et éviter de diffuser les deepfakes? Donc, Sagaïdou, tu avais parlé justement des clignements des yeux lorsque la elle parle dans une vidéo, parce que si la personne ne cligne pas beaucoup des yeux, bah, c'est que c'est pas une vraie personne, c'est peut-être un deepfake, ou alors les mouvements de la bouche. Est-ce que tu aurais d'autres conseils par rapport à ça? Moi, je pense il faut garder ça à l'esprit, il faut retourner au vieux bon journalisme, c'est-à-dire prendre tout le temps ses distances avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. Faut pas, ce n'est pas forcément, ce qu'on voit n'est pas forcément vrai. Et surtout, bon, à ce niveau, le problème, c'est que notre continent, surtout en Afrique subsaharienne, nous sommes historiquement de communautés assez ancrées dans l'oralité. Donc, il y a ces problèmes. Et surtout avec les contenus deepfake vidéo, et quand quelqu'un voit une image, la même personne parle, souvent, c'est très difficile de convaincre cette dernière, même si le contenu s'avère infondé. C'est très difficile. Donc, moi, je dirais toujours de prendre, que ce soit les deepfakes, que ce soit autre contenu, et je dis toujours aux confrères de prendre leur distance. Et malheureusement, ce que nous, on constate dans la pratique, c'est que on s'approprie des faits. Un journaliste il travaille avec des sources, avec de la documentation, et quand les journalistes lui-même, c'est dans une information qu'il donne lui-même, c'est place en position d'une source. Là, ça pose vraiment problème, quoi. Donc, moi, je dirais toujours de retourner aux fondamentaux, quoi. Et toi, Aruna, est-ce que tu aurais des astuces justement pour nos auditeurs, pour même les journalistes aussi, qu'ils sachent lorsqu'il s'agit d'un deepfake avant de diffuser justement le deepfake en question? Oui, pour les journalistes, c'est la triangulation. Essayer de recouper le contenu, ce qui est dit dans ces deepfakes, pour voir est-ce que d'autres sources en ont abordé pour savoir si l'information est fondée. Je prends le cas de Kamala Harris avec l'exemple dont nous avons abordé au début de nos échanges. Il suffisait seulement de faire quelques clics sur Google pour constater que oui, il y a eu un sommet, oui, elle a pris la parole, écouté son discours pour savoir qu'il y a eu un deepfake de quelques secondes qui a été inséré quelque part. Donc, à l'endroit surtout des citoyens lambda, c'est en plus du sens de l'observation de l'environnement de la vidéo dont a abordé Sagaïdou, c'est aussi, voilà, pour ceux qui ont un peu de niveau
d'instruction, c'est aussi également d'utiliser le moteur de recherche Google. Oui, on dit que le président de la République a dit ça dans telle vidéo. Essayez de taper sur Google aussi pour voir est-ce que effectivement des médias sérieux, voilà, parce qu'il faut aussi dire que on a avec la prolifération des réseaux sociaux, on a des pages qui se disent être des médias, c'est pas des médias. Donc voici, il y a des médias professionnels, officiels, voilà, bien enregistrés, voilà, qui existent quelque part, qui ont parlé du contenu. Donc tout ça, ça permet de réduire les risques d'être un tant soit peu à l'abri du faux, parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et jusque-là, Sagaïdou en a parlé, mais je vais insister un peu là-dessus. On a des outils qui permettent de construire les deepfakes, mais malheureusement, la plupart de ces outils ne sont pas encore libéralisés, ils ne sont pas encore en source ouverte. Voilà, c'est le cas de FakeCaker, le cas des Sentinelles qui ne sont pas encore en des sources ouvertes. Il faut une collaboration avec la firme qui a mis en place l'outil pour qu'une organisation de fact-checking puisse commencer à l'utiliser. On va espérer que dans les mois à venir, je ne dirais pas les années à venir, que nous puissions avoir certains de ces outils en source ouverte afin de pouvoir démanteler ces fakes qui sont si bien montés. On l'espère aussi, Aruna. Merci beaucoup. Et franchement, merci beaucoup pour vos astuces. Moi, ce que j'aurais justement à proposer aux auditeurs, c'est de faire attention lorsque l'information, elle touche à l'émotion. Parce que justement, beaucoup de fausses informations, soit elles vont vous énerver, soit elles vont, ça va toucher à votre émotion, ça va être assez sensationnaliste. Et justement, lorsque c'est comme ça doit vous faire un petit tilt. Vous devez vous dire, peut-être qu'il faut que je vérifie avant, parce que même si ça paraît vrai, ça paraît beau, ça paraît triste ou autre, ça touche quand même à mon émotion et c'est peut-être ce que l'auteur de la fausse information cherchait à faire au départ. Donc, vérifiez avec toutes les astuces que nos 2 journalistes fact-checkers vous ont données et vous verrez que ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide et voilà, c'est déjà mieux avant de publier, de partager la publication avec d'autres personnes et voilà quoi, ça sera déjà un grand travail et ça aidera, on va dire au niveau politique, social, mais aussi au niveau de la santé. Donc, merci beaucoup à vous deux pour votre participation, Sagaïdou et Aruna, nos 2 journalistes fact-checkers. Et vous pouvez suivre Aruna et Sagaïdou sur leurs réseaux sociaux pour être au courant de leur travail en tant que fact-checkers dans leurs médias respectifs. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro de Facto. Vous pouvez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien sûr, vous pourrez réécouter cet épisode sur X. On vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker afin de lutter contre les fake news. On se retrouve dans 7 jours, le dimanche 27 octobre à la même heure, pour parler des rumeurs et mythes locaux entre tradition et modernité. Je pense que c'est un sujet assez intéressant, vous allez beaucoup aimer. Donc soyez là, dimanche 27 octobre à 19h. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Moupti et Setanal Media.